Les catégories d'intermédiaires financiers. Nous avons trois grandes catégories, les institutions de dépôt, les institutions d'épargne contractuelle et les entreprises d'investissement. Dans les institutions de dépôt, on a généralement les institutions financières monétaires. Les institutions de dépôt, pardon, sont appelées institutions financières monétaires par la Banque centrale européenne ou établissements de crédit quand il s'agit de la Banque de France ou en général on parle des banques. Les établissements d'épargne contractuelle sont en général les compagnies d'assurance vie et les fonds de pension. Au niveau des entreprises d'investissement, appelées également intermédiaires de placement, on a les banques d'affaires, les fonds collectifs d'investissement et les sociétés financières. Nous pouvons observer dans ce tableau synthétique les différentes catégories d'intermédiaires financiers. On peut voir ici déjà au niveau des institutions de dépôt d'où vient la source, d'où viennent les fonds et comment ils sont employés généralement. Nous avons les banques commerciales qui obtiennent leurs fonds des dépôts, des épargnants et des obligations. Ensuite, en face, ces ressources sont utilisées pour octroyer des prêts aux particuliers, aux entreprises et accompagner les obligations publiques et les hypothèques. On a les caisses d'épargne qui fonctionnent, qui reçoivent essentiellement les fonds des dépôts et utilisent pour les fonds de la même manière que les banques commerciales. Donc les institutions de dépôt, que ce soit les banques commerciales, les caisses d'épargne, les banques d'épargne mutualistes, les sociétés coopératives, ont le même usage des fonds. Les sources sont différentes uniquement pour les banques commerciales qui, en plus des dépôts, ont des obligations. Au niveau des institutions d'épargne contractuelle, on a les compagnies d'assurance vie, les compagnies d'assurance dommages et les fonds de pension, caisses de retraite. Les compagnies d'assurance, effectivement, leurs sources de fonds sont les primes d'assurance qui sont payées, soit mensuellement ou annuellement, et sont utilisées pour acheter ou acquérir des obligations publiques et privées, des actions, des hypothèques. On a les fonds de pension qui ont pour source de fonds essentiellement les cotisations des employeurs et des salariés, et les fonds sont utilisés pour acquérir des obligations publiques et privées et des actions. Enfin, dans la troisième catégorie des intermédiaires, on a les entreprises d'investissement, ce sont les sociétés financières, les fonds collectifs d'investissement ou les mutual funds, les SICAV, les fonds communs de placement, c'est une seule catégorie. Ensuite, on a les money market mutual funds ou les SICAV monétaires. Les sociétés financières ont pour source principale les billets de trésorerie, les actions et les obligations. On les a vus dans les instruments financiers, les marchés monétaires. On a également les marchés de capitaux qui sont utilisés pour acquérir des actifs tels que les prêts aux entreprises et aux particuliers et le financement de ventes à crédit, comme l'achat de véhicules à crédit par crédit bail. On a les fonds collectifs qui collectent leurs sources essentiellement de parts qu'ils vendent et avec les ressources rassemblées, ils acquièrent des actifs tels que les actions et les obligations. Le Money Market Mutual Funds, quant à ce type d'intermédiaires financiers, les sources de fonds sont les parts des actionnaires, des sociétaires, des souscripteurs, pardon, et ces fonds sont utilisés pour acquérir des actifs qui sont des instruments du marché monétaire qu'on a vu dans la session précédente, pour acquérir les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les bons du trésor. Pour avoir une idée du volume de ces intermédiaires financiers dans le temps, on peut le voir au niveau des États-Unis. Cependant, dans la zone euro, c'est en train de se développer, mais pas encore structuré, donc on ne peut pas avoir une vision d'évolution dans le temps. Mais déjà, on voit que au niveau des intermédiaires financiers des années 70 à 2008, comment le volume a fortement augmenté. Vous voyez déjà les banques commerciales, on part de 517 milliards de dollars en fin d'année, en 2008 à 12 000
272 milliards. Ça a quasiment triplé dans ce laps de temps, carrément 4 décennies. Les caisses d'épargne sont passées de 250 à 1500, quasiment quadruplé. Les crédits union sont passés de 18 milliards à 800 milliards, c'est plus de 40 fois. Les institutions d'épargne contractuelle, les compagnies d'assurance vie, qui sont passées de 201 milliards à quelques 4798 milliards. Les compagnies d'assurance dommages qui sont passées de 50 milliards à 1337. Les fonds de pension privés sont passés de 112 à quelques 5000 milliards. Et les fonds d'investissement dans les entreprises d'investissement qui sont passés de 47 milliards à 6588 milliards. Et les fonds de placement monétaire qui n'existaient quasiment pas dans les années 70, ont commencé dans les années 80, tournent autour de 3300 milliards. Ça nous donne une idée du volume important que représentent ces différents intermédiaires financiers. Et attirer notre attention sur l'étude que nous menons. Voyons les institutions de dépôt en général. Qui sont-elles? Les institutions de dépôt sont principalement les banques commerciales. Elles collectent des fonds en acceptant des dépôts à vue, ou couramment appelés comptes chèques de l'argent économique, en ouvrant des comptes d'épargne pour eux et en acceptant des dépôts à terme de ces agents économiques-là. Par ailleurs, ces banques utilisent ces fonds, collectés bien sûr, pour distribuer aux consommateurs des prêts commerciaux ou des crédits hypothécaires et en face pour acquérir des obligations de trésor et d'autres titres publics. Les comptes d'épargne, il faut les rappeler, permettent de faire des retraits, mais on ne peut pas tirer des chèques sur les comptes d'épargne. Et les dépôts à terme, quant à eux, ils sont bloqués pour une durée déterminée, soit 1 mois, 3 mois, 6 mois, en fonction des banques et des types. Les banques commerciales représentent la catégorie d'intermédiaires financiers la plus importante. Et ces banques commerciales détiennent des portefeuilles d'actifs les plus diversifiés. Aujourd'hui, dans la période, on évalue autour de 6500 banques commerciales aux États-Unis contre 6400 dans la zone de l'Union européenne. Mais quand on parle d'institutions de dépôt en général, donc institutions financières monétaires, elles sont plutôt au nombre de 16 500 aux États-Unis et plus de 9000 dans la zone euro. Les institutions d'épargne contractuelle. On appelle institutions d'épargne contractuelle les institutions financières auxquelles des fonds sont apportés régulièrement sur la base d'un contrat à long terme. Les compagnies d'assurance vie et les fonds de pension sont les principales. En général, comme ces institutions peuvent prédire de manière assez précise combien elles encaisseront en primes et combien elles devront verser en prestations dans les années suivantes, elles n'ont pas à se prémunir contre les sorties de fonds comme les institutions de dépôt. En effet, la différence entre ces institutions d'épargne contractuelle et les institutions de dépôt que nous venons de voir, dans l'institution de dépôt, les épargnants peuvent opérer des retraits à tout moment sur les fonds qu'ils ont déposés. Ce qui fait que lorsque ces institutions de dépôt utilisent ces fonds pour acquérir des bons du trésor ou des obligations et pour faire des prêts, elles doivent tenir compte du fait que le déposant peut venir faire un retrait à tout moment. Et les fonds doivent être toujours disponibles pour qu'il effectue les retraits, ce qui limite la marge de manœuvre des institutions de dépôt. Mais dans le cas d'institutions d'épargne contractuelle, comme les compagnies d'assurance, nous versons des primes et nous ne sommes pas censés faire un retrait pendant tout le long du contrat. Au cas où nous voulons faire un retrait, on parle de rachat de nos primes. Et nous ne pouvons pas récupérer la totalité de la prime. Et il y a des frais qui sont prélevés par les institutions d'épargne pour décourager les retraits en cours de contrat. Donc, comme elles ont moins de retraits
ou, je veux dire, le niveau de retrait est beaucoup plus faible au niveau des institutions d'épargne contractuelle. Donc, elles peuvent aisément prédire de manière précise combien elles vont encaisser, puisque ce sont des contrats à long terme des primes, combien elles vont encaisser à long terme. Également, puisqu'il y a moins de retraits, elles peuvent évaluer aussi combien elles devront verser en prestations dans les années suivantes. Pour cela, elles n'ont pas besoin de se prémunir contre les sorties de fonds, comme les institutions de dépôt, qui ont besoin de prendre des dispositions que nous verrons dans la partie réglementation. Et grâce à ce moindre souci de liquidité qu'elles ont, elles peuvent alors investir dans des actifs à long terme, puisque à court terme, elles ne s'attendent pas à de gros retraits, donc elles peuvent investir de manière importante à long terme dans les obligations, dans les actions et des hypothèques. Voyons le cas des compagnies d'assurance vie. Elles assurent en particulier contre les conséquences financières d'un décès et garantissent le versement de pensions annuelles à partir d'une date prédéterminée, en général la retraite, aux adhérents qui ont payé régulièrement leurs primes dans leur vie active. Elles assurent contre le décès et si l'adhérent n'est pas décédé, à l'âge de sa retraite, il commence à percevoir de manière annuelle une pension jusqu'à ce qu'il décède. Mais s'il décède avant, on paye cette pension à ses ayants droit. Mais ce n'est réservé qu'à ceux qui ont payé régulièrement leurs primes pendant leur vie active, ce qui oblige ou amène ceux qui, les adhérents à payer régulièrement. Donc il y a un flux régulier de primes auprès de ces assurances vie-là et à long terme. Et le retrait ne se fait qu'à partir de l'âge de la retraite ou lorsque l'adhérent décède. Donc entre-temps, il n'y a quasi pas de retrait. Alors ces primes sont utilisées pour acheter des obligations et des hypothèques et des actions. Donc c'est des institutions qui ne souffrent pas de la question de liquidité. On a les compagnies d'assurance dommages que nous connaissons assez régulièrement qui assurent le client contre les accidents, le vol, l'incendie ou les dégâts des eaux. Elles reçoivent également des primes et elles payent des prestations lorsque les accidents assurés, donc on parle de sinistres, surviennent. Si on prend une compagnie d'assurance, on a une police d'assurance contre les accidents. Tant qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de paiement de prestations. Mais lorsqu'il y a un accident, l'assurance va payer les prestations selon l'engagement contractuel qu'elle a avec ses adhérents. Comme l'essentiel de leur prime sert à payer les prestations de l'année même, les montants qu'elles accumulent, ces compagnies d'assurance dommages, sont plus faibles et doivent être gardés sous des formes plus liquides que les actifs des compagnies d'assurance vie. À la différence des compagnies d'assurance vie, comme elles doivent payer des prestations parce que ce type d'événements surviennent en général au cours de l'année, elles ont régulièrement ce type de sinistre, alors elles doivent toujours avoir de la liquidité comme, on va dire, les institutions de dépôt pour pouvoir faire face aux prestations à honorer durant l'année même. De ce fait, les montants qu'elles cumulent sont très faibles et ne leur permettent pas de réaliser des investissements à très long terme. Donc elles préfèrent investir dans des actifs beaucoup plus liquides. Enfin, on a les fonds de pension qui sont des institutions financières organisées en général sur la base d'une entreprise ou d'un secteur. Donc, on ne peut pas avoir un fonds de pension pour une entreprise particulière ou un fonds de pension pour un secteur particulier. On dirait le secteur pétrolier ou un fonds de pension qui est réservé, on va dire, à l'entreprise Google. Et ce fonds de pension propose le versement de pensions de retraite en échange de cotisations de salariés et souvent des employeurs durant la vie active. Donc, les fonds de pension garantissent à l'employé, aux salariés, en échange de cotisations qu'ils vont réaliser sur la base de leur rémunération, de leur verser des pensions à leur retraite. Et doivent s'assurer de réaliser leurs cotisations durant leur vie active.
Ces fonds de pension sont très développés aux États-Unis, comparativement à l'Europe, et ils bénéficient là-bas de beaucoup d'avantages fiscaux et en même temps aussi des contraintes réglementaires. Mais en Europe, cela n'est pas encore très développé. Au niveau des entreprises d'investissement, qui est la troisième catégorie d'intermédiaires financiers, on parle d'abord des sociétés financières ou finance companies aux États-Unis qui lèvent des fonds grâce à la vente de commercial papers, c'est un certificat de trésorerie, donc des instruments financiers à court terme, comme on l'a vu dans la première partie de ce chapitre, qui sont des instruments de dette à court terme. Et grâce à l'émission de titres à long terme des obligations pour distribuer des prêts aux particuliers. C'est les deux éléments qu'utilisent les sociétés financières pour lever des fonds. La vente de commercial paper et l'émission de titres à long terme au travers des prêts qu'elles font aux particuliers. Ces fonds-là permettent d'acquérir en général des biens, c'est ce qui finance en général les crédits bail et autres, mais c'est également utilisé pour les crédits immobiliers ou les crédits hypothécaires comme on l'a vu dans la première partie. En France, les sociétés financières se spécialisent plutôt à la différence des sociétés financières américaines. Elles se spécialisent plutôt dans le crédit à la consommation aux particuliers ou les prêts aux petites entreprises. Ces sociétés de financement de vente à tempérament et celles de crédit à la consommation, filiales de banques, sont des filiales de banques ou d'entreprises industrielles ou commerciales. Elles se refinancent souvent auprès de leur maison mère. Donc en général, les sociétés automobiles ont des sociétés financières où il y a des sociétés financières qui existent pour permettre d'avoir ces crédits de consommation. Et en général, par exemple, sur le marché ivoirien, on a des sociétés financières complètement dédiées qui octroient des prêts pour faire des crédits bail, des crédits à option d'achat, des locations longue durée. Et on a aussi les banques même, les filiales qui offrent des crédits de consommation pour la rentrée scolaire, pour acquérir du matériel informatique ou un véhicule. Donc on a ces différentes variantes de sociétés de financement, même sur le marché ivoirien de la sous-région. Donc effectivement, elles se refinancent auprès de leur maison mère. Ces sociétés financières sont le plus souvent agréées en tant qu'établissement de crédit. La deuxième catégorie d'entreprises d'investissement sont les fonds collectifs d'investissement ou mutual funds aux États-Unis. Ce sont de véritables entreprises d'intermédiation financière et sont gérées par des sociétés de gestion spécialisées indépendantes et concurrentes des banques et des compagnies d'assurance. Les fonds d'investissement vendent des parts au public, comme ce sont des entreprises de véritables sociétés, et utilisent le produit de ces ventes-là pour acheter des portefeuilles diversifiés d'obligations ou d'actions cotées en bourse, ou pour prendre des participations dans les entreprises non cotées. Donc, ils vendent des parts au public. Tous ceux qui veulent faire partie des fonds d'investissement entrent en achetant des parts. Et les fonds collectés de cet ensemble d'investisseurs est utilisé pour acheter ou acquérir des portefeuilles diversifiés d'obligations ou d'actions pour les sociétés en bourse et prendre des participations dans des entreprises non cotées. Donc, ces fonds collectifs d'investissement permettent ainsi alors aux investisseurs de mutualiser, c'est-à-dire de mettre en commun leurs ressources pour diminuer les coûts de transaction quand ils achètent des blocs de titres. Donc, aller seul acheter un bloc de titres, c'est vraiment inimaginable. La réglementation même ne le permet pas. Mais pour pouvoir arriver à avoir un volume important de titres
et avoir des revenus et des ressources suffisantes, les fonds collectifs d'investissement permettent aux investisseurs de se mettre ensemble, de mutualiser, de mettre en commun leurs ressources pour être des acteurs plus significatifs sur le marché et pouvoir réduire leurs coûts de transaction. De même, les souscripteurs des parts de ces fonds collectifs d'investissement, on leur permet également de diversifier leurs placements plus qu'ils ne pourraient le faire en investissant seuls. Parce que seuls, ils ne pourraient pas arriver, comme on l'a vu beaucoup plus tôt dans le concept de partage de risque, ils ne peuvent pas arriver seuls à diversifier, donc ils vont multiplier le coût de transaction à cause des multi-transactions de différents titres qu'ils vont essayer d'acquérir. Mais en mettant leurs forces en commun, ils peuvent aisément diversifier leurs placements, ce qui serait impossible s'ils étaient seuls. Les investisseurs peuvent en général revendre leur part dans le fonds commun d'investissement, donc c'est-à-dire demander leur remboursement à tout moment. Mais la valeur liquidative, elle, de ces parts-là, est déterminée par celle du portefeuille du fonds, qui est en quelque sorte transparent. En fait, la valeur liquidative d'un fonds d'investissement se calcule quotidiennement. Comment? Par le quotient de la valeur de marché du portefeuille d'actifs détenus par les fonds, ajusté bien sûr des frais de gestion et taxes, divisé par le nombre de parts en circulation. Donc, à chaque jour, on prend la valeur de marché de portefeuille d'actifs de ce fonds comme un investissement, on le divise par le nombre de parts en circulation, on obtient la valeur liquidative du fonds qui va représenter la valeur de remboursement des parts que nous détenons. Dans les entreprises, on a également aussi ce qu'on appelle le fonds de placement monétaire ou le Money Market Mutual Funds aux États-Unis. Ils sont les grands concurrents des banques et des autres institutions de dépôt puisqu'ils offrent comme caractéristique la possibilité aux détenteurs de tirer des chèques à concurrence de la valeur de leurs avoirs, lequel rapporte un intérêt, alors que la rémunération des dépôts à vue est interdite. En effet, dans les banques, les dépôts à vue, donc les comptes chèques, ne sont pas rémunérés comme les comptes d'épargne le sont, parce que c'est interdit par la législation. Mais ceux qui placent leurs fonds dans les fonds de placement monétaire, eux, non seulement ont la possibilité de tirer des chèques sur leur avoir, mais en plus, ça leur apporte également des intérêts. Donc, ils deviennent un concurrent fort des banques et des autres institutions de dépôt à cause de cette caractéristique clé. Les fonds de placement monétaire aux États-Unis vendent des parts pour lever des ressources. C'est comme ça qu'ils acquièrent leurs fonds. Et ils utilisent ces fonds-là pour acheter des instruments de marché monétaire qui sont à court terme et qui sont sans risque, donc très liquides. Et ces instruments négociables sur le marché interbancaire sont inaccessibles aux achats directs des particuliers. Aucun particulier ne pourrait euh, euh, entrer et acquérir ces instruments de marché monétaire, mais au travers des fonds de placement monétaire, cela lui devient accessible. C'est ce qui lui donne un avantage. En France, on parle plutôt des SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable, qui sont en fait des sociétés anonymes dont le capital varie en proportion des apports et des retraits des épargnants. En France, les SICAV ne disposent pas en général de la même autonomie que les fonds monétaires américains. Ce sont la plupart du temps de simples produits financiers des banques, bien qu'il ait été fait obligation de se constituer en société. Donc, dans la pratique en France, les SICAV monétaires sont d'autres produits financiers offerts par les banques, à la différence des États-Unis où c'est des sociétés complètement indépendantes, à part entière et qui sont concurrentes même des banques et des institutions de dépôt. Comme autre catégorie, nous avons également les prestataires de services d'investissement. PSI en France sont une catégorie hétérogène. Ils sont classés en grande partie dans le secteur bancaire et pour le reste sont supervisés par l'autorité des marchés financiers. Ils comprennent d'abord les établissements de crédit agréés en tant que PSI, c'est-à-dire les banques également, c'est-à-dire des banques, également des activités financières à titre accessoire.
elles comprennent aussi les entreprises supervisées par l'autorité des marchés financiers. On parle des sociétés de gestion de portefeuille, qui sont des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal la gestion pour compte de tiers. On a les sociétés de gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeur mobilière, qui sont dans cette catégorie. On a les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier et quelques autres institutions spécialisées. Enfin, nous avons les banques d'affaires ou investment banks, qui sont des institutions qui ne reçoivent pas de dépôts principalement, mais aident les entreprises à émettre des titres, d'une part, en les conseillant sur les types d'opérations à réaliser, ensuite en garantissant les émissions et organisant leur placement dans le public. Comme on l'a vu dans le marché primaire et secondaire dans la première partie du cours. En France, les banques d'affaires qui autrefois étaient très séparées du système bancaire n'ont plus de régulation spécifique maintenant. Donc en général, ce sont les banques de dépôt, les grandes banques de dépôt qui assurent cette fonction de banque d'affaires. En plus d'aider les entreprises à émettre des titres, elles aident aussi les entreprises à préparer des fusions et les acquisitions.